Sego. Sego's gonna go a seo guego. What one we're at on? Terry Lynn Brennan Youngets. Ganyika Haga British, na Judan. Goweno Gweski, Goweno de Gonyagari. Shugan na Jitaran. So hello. Bonjour. Bienvenue sur ces terres que nous partageons, où nous travaillons, nous habitons. Je m'appelle Terry Lynn Brennan. As mixed Mohawk, people of the Flint, and British. I currently live on Long Island Standing, colonially known as Wolf Island off the coast. J'habite sur Wolf Island, près de Kingston, dans l'est de l'Ontario, dans la région de l'île de la Tortue, qui a été habitée par mes ancêtres depuis des millénaires. Et ma famille vient de 6 nations de la rivière avoisinante. J'ai la peau blanche, des yeux foncés, de longs cheveux bruns et des lunettes. Je porte un chandail gris et un beau foulard bleu griffé et je suis dans ma cuisine actuellement qui comporte plusieurs pièces de bois et vous voyez vraisemblablement la queue de mon chien qui passe à côté de mon écran. Vous la verrez à l'occasion. Dans la langue de mes ancêtres, j'ai demandé au tout début de ma prestation, c'est est-ce que vous êtes toujours gardien de la grande pièce, du grand morceau? Et c'est une manière humble de dire votre intention est d'être respectueux et d'offrir la générosité à tous ceux qui sont en présence aujourd'hui. Nous nous mettons donc d'accord pour écouter non seulement avec nos oreilles, mais avec notre cœur et nos esprits. Et avant toutes sortes d'entreprises quelconques, nous avons une responsabilité par rapport à des mots d'introduction. Il y en a qui en parlent comme les mots de gratitude de la nation Mohawk. En fait, ça peut prendre jusqu'à 3 jours pour la dire pour ce qui est de membres Mohawk, mais je vais vous présenter une vidéo qui résume les mots en 3 minutes. Alors, cette allocution se veut un remerciement envers la création et tout ce qu'elle nous offre. Et nous voulons donc garder en mémoire tout ce qui est important. Cela permet en sorte que nous pouvons nous rassembler et donc collaborer ensemble par rapport au travail que nous effectuons aujourd'hui. Être à l'écoute les uns des autres. Donc, il s'agit d'une allocution d'ouverture Mohawk. Elle est dite par Tehahente. Alors, bonjour. Nous vous parlons d'amour et de respect, et ce, envers tous les peuples et toutes les personnes. À la terre, à l'eau, aux poissons, aux herbes, aux médecines, à tout ce qui nous alimente, aux petits fruits, aux animaux, aux arbres,
aux oiseaux, aux quatre vents, aux êtres du tonnerre, au soleil, à la lune, aux étoiles, aux proteurs, au Créateur. C'est ainsi que doivent être nos esprits. I'm excited to share. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui, qui nous amène par deux femmes extraordinaires avec qui j'ai pu travailler au préalable, Alex et Rachel. Et cette série de webinaires nous vient grâce au financement du ministère de l'Ontario pour les personnes aînées et pour l'accessibilité en collaboration avec nos partenaires de Ontario Presents, Orchestre Canada et Riso Ontario. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui et je passe maintenant le micro à Fanny et à Rachel. Merci beaucoup. Merci. Hello. Je suis Fanny. Je suis une femme blanche de 40 ans, originaire de France, et donc j'ai un accent français assez fort. Et j'ai vécu plusieurs années en Angleterre. Par conséquent, j'ai quelques relents d'anglais britannique quand je parle et dans mes choix de mots. J'ai de longs cheveux châtains, foncés, une frange, et aujourd'hui, je porte une robe noire, carottée rouge. Je porte des boucles d'oreilles. Je suis dans mon appartement à Toronto, au Toronto, et vous pouvez voir des gravures abstraites sur le mur à ma gauche. Et mes pronoms sont elle. Et bienvenue donc à cet événement. C'est notre troisième séance dans notre série et aujourd'hui, je remplace Rachel qui a été votre animatrice précédemment, mais qui aujourd'hui fera une présentation. Elle est aussi responsable du contenu de ces webinaires. Alors, je prends sa place aujourd'hui pour qu'elle puisse tout à fait mettre son énergie sur la présentation qu'elle va nous faire. Je vais aussi passer la parole à ma collègue Lauren pour des détails logistiques et j'aimerais remercier tous nos interprètes ici présents aujourd'hui. Alors, nous avons des interprètes français-anglais, Daniel Allard et Myrienne Métellus. Pour ce qui est de l'interprète ASL, Vanessa Bailey et Max Tell. Pour LSQ, Anne-Marie Côté et Marie-Jacques de la Sablonnière-Tremblay. Et pour les sous-titrages, c'est Laurie Curtis. Merci tellement à vous tous pour nous aider à rendre cet événement entièrement accessible. Merci beaucoup, Lauren. C'est la fin de ma réflexion. Merci beaucoup, Fanny, Terry Lynn, nos interprètes. Bonjour à tous, je suis Lauren Drew d'Orchestre Canada. Je suis une femme blanche dans la vingtaine avec des lunettes rondes à monture dorée, des cheveux bruns foncés mi-longs avec une frange et je porte un T-shirt noir derrière moi un mur gris avec un diplôme vert de l'Université Trent. Et je vais maintenant passer à quelques détails logistiques. Alors, nous travaillons avec des interprètes professionnels afin de favoriser toutes les formes de communication
Et si vous avez besoin de rappel quant à l'interprétation, sachez que nous vous avons envoyé des courriels avec des explications. Mais d'abord, pour expliquer l'utilisation de l'interprétation. Au bas de votre écran, vous voyez un globe. Si vous appuyez dessus, vous verrez une option pour le français ou l'anglais et choisissez la langue d'interprétation de votre choix. En fait, la présentation aura lieu en anglais principalement et puis la présentation PowerPoint sera présentée en anglais, mais on vous a déjà envoyé la présentation PowerPoint en français, sinon n'hésitez pas à la demander dans le clavardage. Pour ce qui est de l'interprétation ASL-LSQ, vous appuyez sur la série de boutons pour pouvoir y avoir accès. Sachez qu'il y aura des changements entre les interprètes ASL-LSQ et puis vous pouvez également bouger les images de nos interprètes en fonction de vos besoins. Encore une fois, il y aura un PowerPoint et pendant la présentation PowerPoint, vous pouvez également ajuster la grandeur de votre écran qui vous permet de rapetisser la vue sur PowerPoint et d'agrandir la vue sur les images des personnes participantes, dont les interprètes. Pour ce qui est des sous-titres, on a ici une capture d'écran du bouton sur lequel il faut appuyer afin d'avoir accès aux sous-titres. Alors, ces sous-titres ne sont disponibles qu'en anglais, malheureusement, mais veuillez faire appel à l'interprétation orale en français si cela vous convient, bien sûr. Et n'hésitez pas à tout moment d'envoyer des messages dans le clavardage pour des détails techniques. Vous pouvez écrire directement à Fanny Martin. Sachez également que pour des raisons de confidentialité, la séance est enregistrée et nous allons en sauvegarder une copie qui sera ensuite disponible et il y aura aussi une copie des interventions dans le clavardage de Zoom. Alors, en fait, pour tout détail technique, c'est Lauren. C'est Lauren à Lauren que vous écrivez de manière directe, ce qui libère la boîte de clavardage pour les questions. Alors, voilà pour moi. Et je vais maintenant passer le micro à Fanny Martin. Merci beaucoup, Lauren. Merci beaucoup pour ces détails logistiques et techniques. Alors, je pense que nous pouvons maintenant ouvrir officiellement notre séance. Alors, d'abord, souhaitons la bienvenue à Alex Glass qui partagera son expérience pour ce qui est des espaces de spectacle. Elle est directrice de Artfield Ontario. Après la pause, nous souhaiterons la bienvenue à Rachel Mark qui nous présentera les guides d'accès pour les espaces de spectacle. Les deux seront suivis d'une période de questions-réponses. Cela dit, si vous avez des choses à partager, des commentaires à communiquer, des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage à cet effet. S'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre ou qui prennent possiblement davantage de temps, sachez que nous avons un café converse le vendredi et ce café converse suit tous nos webinaires et lors de ces cafés converses, nous pouvons approfondir les questions et apprendre à nous connaître. Il s'agit de s'inscrire à l'avance afin de pouvoir favoriser les accès à tout un chacun et cela nous permet aussi d'avoir une idée de la quantité de participants qui seront avec nous et donc de bien préparer nos cafés converses. Alors, précédemment, nous avons traité de législation, d'incapacité non visible, de marketing accessible et en fonction de votre rétroaction, on comprend que vous apprenez beaucoup de choses pour ce qui est des incapacités, pour ce qui est des droits, pour ce qui est des aménagements possibles. Alors, aujourd'hui, bienvenue
pour un sujet très important, encore une fois, aujourd'hui. Et répétons-le, nous sommes ici pour apprendre ensemble. Et donc, Alex, nous vous souhaitons la bienvenue pour que vous partagiez avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Alors, je vais d'abord commencer par partager mon écran, si vous le voulez bien. D'accord. Alors, il s'agit de l'accessibilité des lieux pour les arts de la scène. Je m'appelle Alex Black et j'ai 30 ans. Je suis blonde, je suis une femme, je porte un chandail noir, derrière moi un mur blanc et on me désigne par elle. Et le but aujourd'hui, c'est de comprendre les pratiques exemplaires lorsqu'on parle d'accessibilité aux lieux et aux espaces pour les arts de la scène et j'espère que vous pourrez quitter cette présentation avec de nouvelles perspectives et le sentiment d'être appuyé dans vos différentes initiatives en termes d'accessibilité. Alors, Artsbuild Ontario aide les organismes artistiques de l'Ontario à construire, gérer et financer des installations durables. Donc, nous avons des programmes, des outils que nous offrons pour tout ce qui touche aux espaces. Ça fait 17 ans que nous existons et on avait déterminé que l'espace est critique à toutes les disciplines, en fait. Et puis, typiquement, nous travaillons avec de petits à moyens espaces, quoiqu'il y en ait des grands aussi. Et nous travaillons aussi avec plusieurs organismes à but non lucratif. Alors, nous avons différents programmes et projets. Nous avons des séries d'apprentissage et nous avons des programmes sur la gestion des actifs. Nous travaillons avec des projets autochtones, des projets créatifs, du mentorat et autres. Et puisque notre préoccupation porte sur l'espace, nous sommes toujours inspirés par les projets que nous voyons dans nos communautés et nous sommes très heureux de partager de ce que nous apprenons, tant les bons coups que les moins bons coups. Alors, certes, nous avons des projets d'apprentissage, mais nous travaillons aussi de près avec les preneurs de décision. En 2019, il y a eu la possibilité de créer une boîte à outils sur l'accessibilité. Et donc, c'est conçu pour les espaces créatifs à la grandeur de l'Ontario et ça comprend 6 webinaires en fonction de la loi sur les incapacités de l'Ontario. Et donc, nous sommes à l'avant-scène, sans jeu de mots, pour tout ce qui se fait dans le domaine. Plus précisément, aujourd'hui, qu'allons-nous aborder? Il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut traiter lorsqu'on parle d'espace. En fait, l'accessibilité, c'est une priorité numéro un pour tellement d'organisations dans notre province. Et 63 de notre réseau a l'intention de mettre en place des initiatives d'accessibilité. Alors, 3 volets aujourd'hui que nous couvrirons. D'abord, comment approcher l'accessibilité? Comment y pense-t-on? Et comment est-ce que cela entre dans votre plan stratégique et dans votre offre? Il y a aussi l'accessibilité quant au lieu de spectacle et on parlera aussi d'exemples de projets et de financement. Alors, où commencer? Alors, d'abord, il s'agit de déterminer sa place dans l'espace. Êtes-vous propriétaire, locataire, usager à court terme? Où êtes-vous situé en termes de municipalité, milieu urbain? Et puis, c'est pas toujours simple lorsqu'on pense à l'espace qu'on a en fonction des différentes lois provinciales, par exemple, sur l'accessibilité des espaces publics et
il y a aussi, évidemment, le point de vue des artistes, du personnel, du public. Maintenant, nous reconnaissons que plusieurs de nos participants aujourd'hui ne viennent pas nécessairement de l'Ontario. Alors, il y a beaucoup de choses que vous apprendrez ou que vous reconnaîtrez aujourd'hui, mais nous vous encourageons quand même à aller voir ce qui se fait dans vos provinces. Et selon une enquête de 2012, il y a 5 de gens avec des incapacités qui travaillent dans le domaine des arts et 4 ont des incapacités mineures. Alors, il y a définitivement des besoins en accessibilité et même c'est essentiel. Pensons aux gens qui ont des défis pour ce qui est de la mobilité et qui travaillent sur la préparation du spectacle à proprement parler. Et donc, il s'agit souvent, en fait, des gens qui ont des incapacités voient rapidement les solutions quant à des problèmes qui ne devraient même pas exister depuis le début. Et donc, il y a des perspectives 360 degrés sur les lieux qui couvrent absolument tous les éléments. Et la liste peut être très longue. On va parler de certains éléments plus particulièrement. Alors, commençons avec une approche. Pour que des programmes soient gagnants dans vos organisations, il s'agit de penser accessibilité en fonction de la vision stratégique. Il s'agit de mettre au défi les manières de faire dans les organisations en fonction des espaces, en fonction de la topographie. Il s'agit d'avoir des discussions et d'engager le personnel envers l'accessibilité et donc de conscientiser les gens dans les espaces et c'est aussi une considération importante lorsque on pense au spectacle et aux lieux de spectacle. Éventuellement, l'accessibilité devient intégrée à l'offre de service. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont déjà propriétaires, le design inclusif permet plusieurs retours sur investissement, la loyauté de la clientèle, la réputation de l'établissement. Et ce dont on se rend compte, c'est que les améliorations en accessibilité sont favorables pour bien des organisations. Alors, même si vous n'êtes pas propriétaire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour améliorer justement l'accessibilité. Alors, comment intégrer? Alors, que ce soit pour les artistes, le personnel et le public, il y a des changements déjà simples qui peuvent être faits de manière efficace et intégrés finalement. Alors, commencez possiblement par un comité consultatif, un groupe de travail qui réfléchit à ces questions. De plus, en fait, c'est grâce à cela qu'il y a eu des initiatives dans certains théâtres de la province. Un énoncé ou une politique d'accessibilité peut également permettre de faire tomber plusieurs barrières. Les politiques portent généralement sur les communications, mais aussi sur l'accès direct, par exemple. Et puis, ne pensez pas seulement aux gens dans vos espaces, pensez aussi aux gouvernements qui fournissent beaucoup de ressources. Il y a ensuite des questions de formation qui peuvent faire une belle différence et des questions, enfin, de vérification de l'accessibilité qui mesure ce qui se passe dans l'édifice en fonction de principes de construction, en fonction de normes internationales et en fonction de pratiques exemplaires. Alors, lorsqu'on pense à une expérience d'espace pour les artistes et le personnel, ça peut commencer par une conversation. Et de poser des questions est une manière certainement proactive de démarrer des discussions. Alors, par exemple, avez-vous des allergies ou des sensibilités dont nous devrions être au courant?
Quelle méthode de communication préférez-vous? De quel service aurez-vous besoin pour les réunions et les engagements publics? Avez-vous besoin de services d'interprétation divers? Avez-vous des besoins aussi sur le plan de la mobilité ou du déplacement? Alors, ce sont des exemples de questions qui nous proviennent de la trousse à outils que nous avons mise au point et dont je vous ai parlé plus tôt. Alors, ici, ce ne sont que des exemples, bien sûr, et disons-le, en fonction de spectacles particuliers, il y a des questions plus ciblées qui peuvent être posées. Y a-t-il un accès entre l'aire de débarquement et la scène? Les foyers ou les loges d'artistes sont-ils accessibles pour les acteurs avec des problèmes de mobilité? Si les loges sont situées à un autre étage, elles doivent être accessibles par un ascenseur. Et puis, les interprètes peuvent-ils accéder à la scène de la salle ou des coulisses sans monter des marches? Alors, des interprètes étant ici des acteurs, par exemple, ou des danseurs, parce qu'il y a des théâtres qui comptent des ascenseurs qui permettent l'accès à la scène. Ensuite, est-ce qu'il y a l'éclairage de la scène qui peut être tamisé pour empêcher que les participants au spectacle, les gens sur scène soient éblouis, être capables de voir ou de se déplacer? Y a-t-il des rampes pour les acteurs qui se déplacent en fauteuil roulant sur la scène ou ailleurs? Est-ce qu'il y a des salles de toilettes qui sont faciles à naviguer pour les gens qui ont des incapacités? Alors, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plusieurs questions qui peuvent être posées. Et donc, encore une fois, n'hésitons pas à ouvrir les discussions avec de telles questions pour pouvoir prendre les décisions adéquates en fonction des initiatives que nous mettons de l'avant. Il y a aussi des questions de système de son. Est-ce qu'il y a, au niveau du système de son, au niveau des amplificateurs, est-ce que c'est adéquat? Encore une fois, il y a des questions de lumière. Est-ce que la luminosité est adéquate pour tous les gens qui viennent dans les espaces? Alors, il s'agit de songer à avoir une conversation au sujet des besoins en matière d'accessibilité d'un artiste et des réunions subséquentes dans le cadre d'un projet commun. Ça fait tellement une différence bien démarrée. Ensuite, n'hésitez pas à communiquer les politiques sur l'accessibilité à l'artiste, voire on peut les inclure dans un questionnaire en fonction des besoins et en faire un contrat éventuel sur les besoins en matière d'accessibilité. Pour ce qui est maintenant des profils des participants, un profil aide une équipe à tenir compte des besoins du participant et ça peut inclure des besoins qui touchent les aspects suivants, que ce soit des besoins médicaux, que ce soit des besoins physiques et comportementaux, des besoins alimentaires, l'hygiène personnelle et communication. Alors, de tels documents demeurent confidentiels, mais peuvent être élaborés en fonction des gens qui se présentent. Ensuite, pour ce qui est des formulaires de rétroaction, ça aide à comprendre les éléments qui se sont révélés utiles et ceux qu'il faudrait améliorer dans les programmes et les événements futurs. Il s'agit de faire un résumé de la rétroaction reçue des participants après un programme et de le partager avec les employés et les bénévoles. Souligner les points saillants du programme, les expériences positives et les préoccupations auxquelles on peut remédier dans l'avenir. Qu'avez-vous particulièrement aimé? Avez-vous été capable de comprendre l'information? Et ainsi de suite. Alors, ces formulaires devraient demeurer anonymes. Et si vous recevez de la rétroaction par la suite, faites un résumé et partagez-le avec le personnel qui permet de mieux évaluer. Maintenant qu'on a parlé des approches à l'accessibilité, on va parler des salles de spectacle. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une salle de spectacle? Pour que les arts de spectacle soient inclusifs et accessibles, il faut penser aux obstacles qui existent pour les gens qui vivent avec des handicaps et essayer de les traiter
au moment de la planification. Lorsque c'est possible, essayez de visiter le lieu de la salle de spectacle. Ça peut être un endroit que vous connaissez depuis des années ou peu importe. Même si ce sont des espaces que vous connaissez, mais regardez-les d'un point de vue de l'accessibilité. Il faut toujours penser aux gens qui vivent avec différents handicaps. Lors de son processus, on veut bien sûr s'assurer de la représentation. Donc, les choses à considérer dans les salles de spectacle, l'acoustique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écho dans la salle? Parce que s'il y a beaucoup d'écho, ça peut être un obstacle pour certaines personnes. Les portes, les entrées, s'assurer qu'on puisse ouvrir les portes, qu'il y ait des bénévoles qui puissent ouvrir les portes assez grandes pour laisser les personnes qui sont en chaise roulante rentrer. Le plan en cas d'incendie, surtout pour les personnes qui vivent avec des handicaps. Des fois, on ne pense pas que ceux qui sont dans des salles de spectacle, il faut vraiment tenir compte des gens qui vivent avec ces handicaps, savoir comment on va traiter les cas d'urgence en cas d'incendie. Donc, des rampes d'accès, exactement, si on doit faire la ligne. Donc, essayez d'aménager un espace pour faire la file. Vous devez vous assurer que cet espace soit assez large, surtout pour ceux qui utilisent des aides à la mobilité, des déambulateurs, des scooters. Donc, s'assurer qu'il y a assez d'espace pour que ces personnes puissent se déplacer dans les coins, les gens qui utilisent des cannes puissent s'appuyer sur des rampes d'accès. L'éclairage, vous voulez trouver des espaces où l'éclairage est équilibré et ne pas utiliser des lumières qui peuvent causer, si les lumières sont trop, on veut s'assurer que des poubelles peuvent utiliser et qu'il y ait assez d'espace pour que les gens puissent se déplacer. On s'assurer que les surfaces soient stables. Le stationnement. Est-ce qu'il y a du stationnement? Et où se trouve-t-il? C'est une question importante pour une salle de spectacle. Et surtout, est-ce qu'il y a du stationnement pour les personnes en situation de handicap? C'est quelque chose que vous devez savoir et vous devez en informer vos invités. Les sièges, on doit s'assurer du confort des personnes qui vivent avec un handicap. Donc, on doit considérer la nature du handicap. Donc, certaines personnes qui ont des problèmes de surdité peuvent être assis plus près des haut-parleurs. Trouver des sièges pour les personnes qui ne peuvent pas rester debout longtemps. Surtout si cet événement, la plupart des gens sont debout pour assister au spectacle. Donc, s'assurer qu'il y ait de l'espace entre les sièges. Il faut que ça soit facilement accessible. Lorsque vous pensez à la conception de l'espace, il faut vraiment avoir différents points de vue pour savoir comment arranger l'espace. Donc, les comptoirs ou les zones d'attente, il faut bien sûr que ça respecte les principes d'accessibilité, surtout les gens qui utilisent des aides à la mobilité. Et ces espaces doivent permettre aux gens d'interagir, surtout avec les gens qui fournissent le service, surtout au comptoir de service. Ensuite, les écriteaux, s'assurer qu'ils soient lisibles, qu'ils soient faciles à lire. Il y a des signes en braille et utiliser des mots simples, des phrases courtes. Ça veut dire des écriteaux dans le stationnement qui donnent des instructions pour se rendre à la salle de spectacle, le transport.
Est-ce que le lieu du spectacle est près du transport en public et est-ce que le transport en commun est accessible pour tous, des zones d'attente avec des sièges qui sont arrimés au sol. Donc, il faut qu'au moins que 3 des sièges soient accessibles. Est-ce que les toilettes sont accessibles? Est-ce qu'il y a de la place qui va au-delà de la porte? Est-ce que des gens qui ont des déambulateurs peuvent rentrer? Est-ce qu'il y a des bars? Est-ce que les personnes peuvent utiliser les éviers? Lorsque vous regardez, vous avez pris en considération tous ces éléments, il faudra informer les spectateurs de ces options d'accessibilité. Ça veut dire donner des informations de contact pour l'organisation, la personne qui est responsable de l'événement, pour que ces personnes soient au courant des options d'accessibilité pour qu'ils puissent bien participer à cet événement. Essayer de trouver différentes façons de communiquer, téléphone, courriel, message texte pour s'assurer que tout le monde reçoive l'information nécessaire. Et bien sûr, utiliser une police de caractère qui soit facilement lisible. Des tours virtuels. Visite virtuelle, c'est quelque chose qui est fantastique pour toutes les salles de spectacle qui cherchent à faire la promotion de l'utilisation de son espace. Donc, par exemple, si vous êtes en mesure de présenter une visite virtuelle de la salle de spectacle sur le site Internet pour que les gens puissent comprendre comment la salle de spectacle est conçue. Donc, il y aura ici, vous avez une image de la salle Gin Lemon à Saint-Paul, à Toronto. Donc, ici, il y a des spectacles de musique. Donc, les visites virtuelles sont une bonne façon d'informer le public. Les événements accessibles, il y a certaines choses à garder à l'esprit lorsque vous pensez à des salles de spectacle accessibles. Donc, les boissons et les rafraîchissements, est-ce qu'on pourrait donner des pailles? Les gens qui ne peuvent pas tenir des objets comme des tasses. Donc, on peut demander aux bénévoles d'aider les invités à s'asseoir, s'assurer que les allées autour des tables soient assez vastes pour les gens qui utilisent des aides à la mobilité ou des chaises roulantes puissent se déplacer. Bien sûr, de plus, s'assurer de recouvrir les câbles électriques, essayer de dégager le chemin pour qu'il n'y ait pas d'obstacles. Les discours et les présentations, si votre programme a des programmes, utilisez un micro, parlez lentement, décrivez les images qui paraissent à l'écran et pensez au temps qui vous est alloué. Si la présentation dure plus longtemps que prévu, les gens qui utilisent les transports adaptés auront à faire des changements. Les animaux d'assistance ont accès aux espaces, mais n'ont pas accès aux endroits où on prépare la nourriture. Et les animaux d'assistance, bien sûr, peuvent avoir soif, donc s'assurer d'avoir un petit bol pour qu'ils puissent boire de l'eau. C'est une bonne façon de les accueillir. Les bénévoles et le personnel font toute la différence. Ils feront un excellent travail pour soutenir les spectacles. Ça permet d'inclure les personnes qui vivent avec des handicaps. Donc, offrez-leur de la formation qui participent aux bénévoles qui participent à ces événements pour leur aider à trouver des solutions si jamais il arrive des problèmes le jour de l'événement. Donc, c'est très important qu'ils aient ces connaissances. Rappelez vos bénévoles de ne pas présumer de ce que peuvent faire les personnes qui vivent en situation de handicap et de toujours de poser des questions. Donc, en gardant tout cela à l'esprit,
comment avoir un point de vue sur l'accessibilité, j'aimerais vous parler de certains exemples, vous présenter ce que certaines personnes ont fait lorsqu'ils parlaient d'accessibilité dans leurs espaces. Ce n'est pas tous les salles de spectacle qui sont accessibles. Donc, nous avons certains espaces. Donc, il y a des nouveaux projets de rénovation. C'est très difficile parfois d'y parvenir. Il y a façon de rendre accessibles ces salles de spectacle. On va regarder Mirvish. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler du spectacle Blindness. Durant la pandémie, je pense que c'était à l'été et à l'automne 2021. Donc, ça, c'est une photo des spectateurs qui portent, qui ont les yeux bandés, qui sont assis. Ça, c'est un exemple d'un spectacle accessible. Donc, c'était au spectacle Prince of Wales. Il y avait assez d'espace entre les spectateurs. C'était une installation sonore. Donc, tous les spectateurs écoutaient le spectacle à partir d'un enregistrement sonore. C'était vraiment excitant, mais ce n'est pas parfait. Il y a des lumières, il y avait également des périodes où il n'y avait pas de lumière, ce n'était pas accessible, qui sont malentendantes ou sourdes. Mais ce concept pourrait inspirer d'autres salles de spectacle, nous inspirer comment faire l'expérience de l'accessibilité. C'est un concept expérience. Donc, c'est un exemple à garder en vision. Donc, ici, vous allez voir un autre exemple au Théâtre Al Green. Donc, c'était entre 2017 et 2019. Ils ont fait des rénovations pour rendre cet espace plus accessible. Donc, il y a bien sûr l'accessibilité sur la scène. Il y a maintenant des rampes qu'on peut déplacer selon les besoins. Donc, les sièges ont été remplacés. Donc, ce sont des sièges qu'on peut déplacer comme la première rangée, la dernière rangée. Et il y a également des sièges accessibles qu'ils ont ajoutés et des sièges pour les compagnons. Ils ont également des boutons aux portes, également d'avoir accès aux lumières dans les toilettes, le système de radiofréquence qui permet de diffuser aux personnes qui utilisent des appareils auditifs pour mieux comprendre ce qui se passe sur la scène. Donc, maintenant, ces appareils se retrouvent sur les murs. Ils ont également un écran qui a été installé qui permet de mieux communiquer durant les spectacles. On peut parler du Centre des arts méridiens. C'est un espace merveilleux. Donc, ce sont des sièges de couleur orange et violette. C'est un projet de 5 millions de dollars qui a été annoncé en juillet 2021. Donc, il y a des sièges accessibles qui ont été ajoutés au théâtre lyrique. Donc, ici, c'est le salle de spectacle George Weston. Maintenant, il y a une salle de contrôle sans obstacle. Il y a également des ascenseurs pour avoir accès au siège. Donc, c'est très intéressant parce qu'on parle des spectateurs,
mais on parle aussi d'un lieu de travail accessible. Maintenant, j'aimerais parler du financement. Beaucoup d'entre vous exploitez vos espaces. Vous n'êtes pas propriétaire de ces espaces. Il y a bien sûr des occasions sur comment militer pour le changement pour les salles de spectacle, pour essayer d'explorer des changements pour que ce soit une expérience plus accessible pour tous. Certains des bailleurs de fonds, on peut parler de Canada Cultural Space Fund. Donc, c'est une source de financement et leurs agences sont toujours prêts à vous aider pour les projets que vous aurez à l'esprit. Également, le fonds au niveau fédéral qui permet d'apporter le changement pour l'accessibilité. Donc, on va toujours partager la date d'application, la date d'échéance pour les applications. Et au niveau provincial, il y a la Fondation Ontarienne Trillium. Et cette source de financement vient de revenir. Je pense que ça a été annoncé il y a un mois. La date d'échéance est le 3 août 2022. Et ce n'est pas un... Je pense que ça couvre les projets jusqu'à un montant de 150 000 $. Donc, pour résumer, on a parlé comment les organisations peuvent approcher l'accessibilité en l'intégrant dans vos opérations, s'assurer que les personnes qui vivent avec des handicaps sont inclus dans votre travail et essayer de s'inspirer du travail des autres et essayer de voir si on peut utiliser certaines de leurs pratiques. Bien sûr, on peut apprendre beaucoup des autres. Donc, c'est tout pour moi et je pense que nous allons garder les questions pour la fin et je pourrai les voir dans la boîte de clavardage et j'aurai bien hâte de répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci, Alex. Merci pour cet aperçu. Je sais qu'il en reste beaucoup à couvrir. Il y a tellement de détails subtils qui sont pertinents pour chaque espace. Je pense que ce n'est qu'une introduction avec des directives générales, avec des choses qui nous restent à explorer. Nous allons prendre une pause parce que nous voulons garder les questions pour la fin. Et je pense que nous pouvons garder les questions pour la présentation d'Alex et les questions pour la présentation de Rachel. Nous aurons beaucoup de questions intéressantes. Ce sera une pause de 10 minutes, ce qui veut dire que nous allons revenir à 14h30. Donc, nous aurons un peu de temps pour respirer à la fin. C'est fantastique, Alex. Merci à nos interprètes. Nous vous reviendrons à 14h30, heure de l'Est. Merci. Hello, bonjour. Alors, rebonjour à tous. Nous sommes de retour. Alors, prenons notre temps pour se remettre en forme pour la prochaine présentation. N'hésitez pas à aller chercher un verre d'eau, un café, un coussin. Alors, je m'inspire de Rachel ici pour ce qui est de ses conseils. Alors, merci beaucoup, Alex, pour ce bel aperçu, en fait, aperçu approfondi de l'accessibilité. Il y avait beaucoup de matière à réflexion. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par le biais du clavardage. Sinon, vous pouvez les envoyer par courriel. Et son adresse courriel est disponible dans la boîte de clavardage. Il y a aussi le café Converse de vendredi. Et puis, je comprends qu'on veut parfois réfléchir à nos questions, réfléchir à nos choix de mots. Alors,
Il y a toutes sortes de possibilités. Sentez-vous à l'aise de communiquer avec nous de la meilleure manière, c'est-à-dire ce qui vous convient. Nous sommes ensemble pour apprendre. C'est la beauté de la vie. Alors oui, on a des experts, mais nos experts, eux aussi, sont en processus d'apprentissage parce qu'ils partagent ce dont ils sont en train d'apprendre. Alors, c'est une belle introduction d'ailleurs pour ce qui est de Rachel, qui est en apprentissage à tous les jours de sa vie, qui aime beaucoup ces questions d'accessibilité pour les arts de la scène. En fait, elle est bien impliquée. Alors, je lui passe le micro. C'est la fin de ma réflexion. Bonjour Fanny, je suis Rachel. J'ai des cheveux qui sont un peu roses. J'ai de belles lunettes en forme d'yeux de chat, des boucles d'oreilles avec des plumes mauves et un chandail noir. Sur mon épaule, vous voyez un foyer avec un entourage bleu. J'ai un cadre avec une gravure derrière moi. Alors, merci de l'invitation à présenter. Christina, si vous vous souvenez, a été avec nous il y a au premier webinaire et je vais m'inspirer d'elle en fonction de conseils qu'elle nous a donnés. Et puis, d'ailleurs, je suis très reconnaissante pour tout ce que je viens d'apprendre dans cette première heure. Alors, sachez que nous sommes ici pour prendre les choses une étape à la fois. Et puis, j'étais très heureuse de voir que mon chien était silencieux pendant la présentation d'Alex. J'espère qu'il ne boira pas dans vos oreilles aujourd'hui. Alors, je suis ici pour parler de guide pour les salles de spectacle. Je voudrais dire que toutes mes diapositives ont un fond blanc. Les caractères sont en noir. Ils sont généralement dans le centre de la diapo et je n'aurai qu'une seule image qui est sur la prochaine diapo. Et mes diapositives reflètent essentiellement ce que j'ai à dire. Alors, d'abord, un aperçu. Alors, j'ai commencé par vous donner quelques renseignements personnels et je vous en donne quelques-uns de plus. Alors, je vais commencer par un aperçu des représentations décontractées. Je vais présenter un guide de salle et une fiche signalétique. Je vais parler d'un guide de salle sous n'importe quel nom, que ce soit au travail. Notamment, on va parler de langage. Nous n'administrons pas de salle, disons-le, ce n'est pas notre responsabilité. Nous allons traiter des mesures d'accès et d'inclusion et de qui en bénéficie. Comment rendre nos espaces plus exclusifs, cultiver des liens avec la communauté et des observations générales et des questions. Alors, vous me voyez sur la photo et comme vous pouvez voir, je porte sensiblement la même chose, c'est-à-dire un chandail noir et mes cheveux sont toujours roses, quoique ma coupe est différente. Alors, je suis ancienne préposée à la billetterie et à la salle. Je suis ancienne gestionnaire de service. Je suis dramaturge, intervenante auprès d'autistes, professeure de théâtre, conseillère en représentation décontractée dans les arts pour les personnes ayant des incapacités et je suis intervenante. Alors, il y a quelques années, quand j'ai rencontré Fanny pour une première fois, elle m'a parlé d'un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et au cours des années, elle m'a régulièrement inspirée, c'est-à-dire que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Il s'agit ici de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est une représentation décontractée? La chose la plus importante à se rappeler lorsqu'on prévoit une représentation décontractée est qu'une bonne planification réduit l'anxiété
l'anxiété des membres du public et qu'un public moins anxieux sera plus ouvert à la représentation, au concert ou au spectacle que vous présentez et en jouira davantage. Alors, un peu d'histoire. Alors, tout cela, ces initiatives ont commencé dans la communauté autiste. Il y a eu Aladdin en 2011, mais cela fait déjà un moment que ces représentations décontractées existent en Europe. Il s'agit d'apporter des changements pour diminuer l'anxiété du public et réduire l'impact sensoriel du spectacle et de la salle et de l'espace. On ne pense pas souvent à l'impact sensoriel. En fait, ces performances relaxes permettent à certains groupes à se sentir à l'aise dans des espaces artistiques comme les aveugles, les personnes à basse vision, atteintes de cécité partielle, sourds, petit S, grand S, malentendants, des personnes présentant aussi une neurodiversité, des utilisateurs d'aide à la mobilité, des personnes représentant un retard ou une incapacité dans leur développement, des personnes avec des limitations socio-économiques, les nouveaux arrivants, les communautés traditionnellement exclues ou marginalisées. La liste est très longue. C'est ainsi possible de diversifier son public et son impact artistique. Alors, un autre exemple, ce sont les gens qui font de la chimio, qui doivent aller plus régulièrement à la salle de bain. Et non seulement l'accès à la salle de bain, mais le fait qu'ils doivent se lever pendant un spectacle. Donc, c'est un espace vaste que cet espace d'inclusivité. Donc, nous revenons à cette idée de public diversifié. Enfin, il s'agit aussi de faire en sorte qu'il y a de l'éclairage, la représentation décontractée, on baisse l'amplification du son et les lumières restent allumées. Mais ça va aussi plus loin. Il faut prévoir un guide de la salle basé sur l'histoire sociale que les jeunes autistes utilisent pour se préparer à un changement de routine, en apprendre davantage sur les interactions sociales et déterminer leur comportement dans une situation nouvelle. On parle de fiches signalétiques, de visites tactiles, de communication à la billetterie, aux renseignements sur les comportements auxquels s'attendent, la recommandation des préposés à la salle, c'est-à-dire qu'ils soient plus décontractés avec le public. C'est une approche beaucoup plus tranquille, si l'on veut. On pense aussi à l'aménagement éventuel d'une pièce tranquille et l'ajout d'autres points d'accès. On y reviendra un peu plus tard. On reviendra aussi à l'aménagement. Pensons entre autres à l'interprétation, ASL, etc., des descriptions audio et autres. Alors, parlons maintenant de guide de la salle et d'une fiche signalétique. Alors, dans un guide, chaque page comporte une image et des énoncés succincts qui aident les membres du public à se préparer pour leur sortie. Alors, le guide est général, mais il englobe l'ensemble de l'expérience, y compris le trajet pour se rendre à la salle avec une image. La fiche signalétique, maintenant, renferme des renseignements propres à la représentation. Alors, cela comprend des changements marqués ou surprenants dans le son ou l'éclairage, par exemple. Ça peut aussi être des indices au sujet du contenu. Pensons à la mort de Matthew dans Anne of Green Gables. On l'avait mentionné au préalable parce que ça peut susciter beaucoup d'émotions pour certains spectateurs. On pense à du brouillard, à des mouvements des artistes dans les allées de la salle. Et s'il y a un élément inusité, par exemple des membres de l'orchestre qui pourraient se lever ou pousser des sons ou parler à voix haute aux spectateurs. Donc, on prépare les membres du public en fonction de toutes ces possibilités. Maintenant, un guide de salle, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Quand j'ai commencé à travailler pour les représentations décontractées, on parlait d'une histoire visuelle. Et cela venait d'une histoire sociale. Et cela était fait en fonction d'enfants autistiques qui faisaient face à des changements de routine. Mais je n'utilise plus
cette manière de l'appeler. Pourquoi? Même si on parle encore d'histoire sociale ou visuelle, j'ai pris un pas de recul pour deux raisons. Pourquoi? Parce que ça n'inclut pas les personnes qui ont des difficultés au niveau de la vision. Ensuite, il y a de la controverse, même beaucoup de controverses dans la communauté autistique pour ce qui est de certaines thérapies qui sont utilisées avec les enfants autistes. Et ces thérapies font appel à des histoires sociales. Alors, par respect pour les personnes autistes, j'ai arrêté de parler d'histoire visuelle. Par contre, on peut parler d'un guide de la selle ou un guide sur l'assistance. Et essentiellement, ça comprend toute l'information qu'on trouverait au sujet de la fiche signalétique et en fonction du lieu actuel. Alors, ça peut exister sur le site Web et peut y rester malgré des modifications qu'on peut lui apporter. En fait, je réfléchis à voix haute, mais essentiellement, il existe, il est sur le site Web, il existe sur papier, par exemple, et ça aide nos spectateurs, ça aide le personnel, et ce n'est pas directement relié au spectacle qui change d'un spectacle à l'autre, disons-le. Il devrait aussi être court, direct, basé sur les faits, sans émotion. Toutes les phrases devraient être claires. On utilise du langage simple, évocatif, clair, facile à comprendre. Simple, essentiellement. Désolée, j'ai perdu le fil de ma pensée. Des cartes, maintenant. Parlons de cartes. Je pense qu'on n'en a jamais assez. Si quelque chose est difficile à comprendre, montrez les choses par le biais d'une carte, d'une image. Ne prenez pas comme hypothèse que les gens connaissent votre espace. Et un guide devrait être utile pour tous les spectacles que vous présentez à partir du moment de l'arrivée jusqu'au moment du départ. Et je ne le répéterai jamais assez, il s'agit de faire baisser le niveau d'anxiété possible des gens du public. En fait, si les gens sont bien préparés, l'expérience sera agréable et ce sera vrai pour les gens sur la scène, pour les gens du personnel et ensemble, nous créons le spectacle à partir de tous les angles et le guide aide en ce sens. En fait, il y a plusieurs années, j'avais fait une présentation et on avait dit, je voudrais un tel guide pour tous les endroits où je vais. Pensons-y, on va par exemple au restaurant, on va dans des centres d'achat et ça peut créer de la nervosité. Et si on est susceptible de faire face à de l'anxiété, ben, ça permet de réduire le niveau. Ou encore, si on a des incapacités, c'est également vrai. Alors, si je parle trop rapidement, n'hésitez pas à me le laisser savoir. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors maintenant, la langue. Parler à la première personne ou à la troisième personne. Je travaille beaucoup avec les jeunes et on utilise souvent la première personne, notamment pour ces jeunes qui n'ont pas encore la facilité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre ou d'utiliser la langue à la troisième personne. Alors, je vous montre ici un guide et on dit « Je peux prendre les transports en commun ». Sur la prochaine page, ce qu'on voit, c'est « Si j'embarque dans le wagon de métro, etc., etc. » C'est très bien pour les jeunes. Pour les adultes, peut-être que ça pourrait déplaire et donc, on utilise alors la troisième personne pour les adultes. Donc, on essaie de rejoindre les gens à leur niveau. Vos photos devraient être actuelles, claires et grandes et utiliser des descriptions de vos images. Maintenant, si vous avez pris toutes vos images avant la pandémie, les gens vont dire, ben là, il n'y a personne qui a un masque. Ben, il y a moyen d'ajouter
des explications, par exemple au début du guide ou à la fin, pour dire que les photos ont été prises peut-être 2 ans ou plus auparavant. Cela dit, essayez d'avoir des images aussi actuelles que possible. Ça devrait être un guide étape par étape avec tous les détails nécessaires. Si, par exemple, il y a une marche à l'entrée, dites-le. S'il y a un encadrement métallique au bas d'une porte qui est un peu surélevé, mentionnez-le. Si quelqu'un a des difficultés de mobilité et ne peut pas soulever les pieds, c'est important pour ces gens-là d'avoir des détails sur des variations dans le plancher. Et alors qu'on prépare son guide, c'est bon de se déplacer dans l'espace, notamment avec des membres de la communauté qui ont des yeux différents des vôtres. Pour ce qui est de ce qu'on dit à l'accueil, est-ce qu'il y a des annonces à l'accueil? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'ils sont enregistrés? Est-ce qu'il y a des cloches? Tout ça, ça devrait faire partie du guide. Et aussi, si, par exemple, les sons sont élevés, ben, vous pouvez mettre vos mains sur les oreilles, par exemple. Alors, bon, moi, je voyage beaucoup et quand j'arrive dans une nouvelle ville, notamment en voiture, parfois, il y a des stationnements où on peut payer par carte de crédit, d'autres, on a besoin de pièces de monnaie et c'est parfois frustrant quand on n'a pas ce qu'il faut pour payer, par exemple, le stationnement. Donc, ça encore, ce sont des explications que l'on peut donner. Et cela favorise le succès de votre présentation. Vous pourriez dire, ben, c'est même pas notre parc de stationnement, mais ce qu'on essaie d'éviter, c'est un niveau de frustration de la part de vos spectateurs avant même d'entrer au spectacle. Donc, favorisons l'environnement du spectacle. Où allons-nous pour laisser son manteau? Où allons-nous pour les concessions alimentaires? Où se trouve l'aide? L'aide, c'est important, surtout pour quelqu'un qui n'est jamais allé voir un spectacle en personne. Alors, où peut-on trouver un breuvage? Savoir que le personnel est là pour aider, ça fait vraiment une grande différence. Pour ce qui est des places où l'on peut s'asseoir pour regarder le spectacle, sachez qu'il y a parfois des sièges d'accompagnateurs. Et en fait, on pourrait peut-être penser aux gens en chaise roulante, aux gens qui ont besoin de quelqu'un qui a besoin de pousser la chaise. Donc, comment penser aux accompagnateurs? Ce n'est pas toujours simple, notamment dans les édifices patrimoniaux, mais il y a des solutions auxquelles on peut penser. Alors, maintenant, passons à la salle de bain. Est-ce que les toilettes sont automatiques? Est-ce que les mains peuvent être séchées par le biais d'air chaud? Prenez des photos. Renseignez vos spectateurs. Montrez-leur à quoi ça ressemble. Informez donc votre public. S'il y a des serviettes papier, dites-le. Et si ce sont des sécheurs à main, ben, donnez cette information. Et si cela porte à confusion, ayez des cartes, ayez des images. Maintenant, comment démontrer sa reconnaissance? Ça peut vous sembler étrange, mais disons-le, il y a des spectateurs qui ne se sont pas toujours sentis bienvenus dans les espaces publics pour les arts de la scène, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est heureux d'un spectacle? Est-ce que je peux me mettre debout? Est-ce que j'applaudis? Comment est-ce que j'exprime le plaisir que j'ai à voir le spectacle? Alors, il ne s'agit pas de surpenser aux choses non plus. Essayez pas de mettre trop d'informations dans une seule page. Il ne faut pas que ce soit trop rempli. Et puis, n'hésitez pas à prendre beaucoup de pages pour expliquer les choses. Et je pense que notre guide du TSO a 70 pages.
Et l'avantage, c'est que c'est clair et facile à suivre. Ça devrait aussi être disponible en imprimé et de manière virtuelle. Ce qu'on a déjà vu, c'est que des gens qui sont dans des stades précoces de démence les utilisent aussi. Ils les ont sur leur téléphone cellulaire, ils ont possiblement la version imprimée et puis ils ont des instructions étape par étape. Voici où je vais pour mon café, voici où j'amène mon manteau, voici la personne à qui je présente mon billet. Ça instaure un climat de confiance parce que les gens autour d'eux ne pensent qu'ils utilisent seulement leur cellulaire, mais c'est un peu comme une couverture de sécurité pour de tels spectateurs qui permet de préserver une dignité tout en pouvant aller voir un spectacle. Alors, une autre chose dont j'aime bien parler, c'est de célébrer les points d'accès tout en s'assurant de parler de nos limites. Alors, on a parlé de salles de bain préalablement, assez d'espace dans les salles de bain, par exemple. Est-ce que les cabinets sont suffisamment grands? Est-ce que vous avez une salle de bain individuelle ou pas? Et si vous n'en avez pas, dites-le. Parce que si je vais dans l'espace et que mon accompagnateur est possiblement d'un autre genre, comment se rendre à la salle de bain si on n'a pas un sentiment de sécurité pour ce qui est de s'en servir tout en se sentant à l'aise? Alors, comme Alex le disait, donnez l'information à ce sujet. Sinon, qu'un bénévole soit présent pour expliquer les choses. Ensuite, ce guide sera long et il aura besoin d'être mis à jour, surtout lorsqu'il y a des modifications au niveau de l'espace. Que ce soit un changement de grandeur de porte, par exemple. Où sont les fontaines d'eau? Surtout si elles ont changé de place. Donc, il y a des modifications à faire en cours de route. Alors, la langue maintenant. J'en ai parlé il y a 2 semaines quand Christina était ici, alors j'en parlerai pas tellement aujourd'hui, mais encore une fois, soyez clairs, des mots simples, des directions précises et assurez-vous que vous ayez un élément visuel qui accompagne le texte. Alors, je vous donne de nouveau un exemple. Si la marche est longue, par exemple, de l'entrée principale jusqu'à l'entrée de la salle de spectacle, dites que la marche est longue et donnez des directives claires quant à la longueur de la marche, par exemple. Donc, il ne s'agit non seulement de spectateurs neurodiversifiés, mais des gens avec des incapacités au niveau de la mobilité, au niveau de la visibilité, au niveau d'incapacités non visibles. Donc, tentons de penser à toutes les possibilités. Et c'est vrai aussi pour le personnel qui travaille sur les lieux. Donnez-leur le guide. Et c'est un beau projet pour les nouveaux employés. Et en plus, c'est un beau projet de les inviter à apporter des modifications au guide en fonction de ce qu'ils voient, évidemment. N'hésitez pas non plus à répéter lorsque c'est nécessaire. Si votre espace peut possiblement porter à confusion ou, par exemple, il y a 2 salles dans un espace, répétez, n'hésitez pas. Ce n'est pas impoli. En fait, c'est nécessaire pour bien des gens. Et ne supposez pas que les gens se sont déjà rendus, même si vous êtes dans un endroit très connu. Et encore une fois, c'est très possible que c'est la première fois que je me rends dans un lieu de spectacle. Alors, donnez-moi l'information. Et puis, ça va en fait faire en sorte que je vais avoir hâte de m'y rendre. Alors, mon mari travaille dans le domaine de la santé et il utilise souvent du vocabulaire qui
qui me passe 10 pieds par-dessus la tête. Alors, je deviens facilement perdue. Et c'est comme ça que certains de vos spectateurs pourraient se sentir si votre langage n'est pas simple et précis. Essayez aussi d'éviter le jargon d'un milieu. Alors, ne supposez pas non plus que les besoins d'une personne sont les besoins d'une autre. Les besoins diffèrent. Et un point d'accès pour une personne peut s'avérer être problématique pour une autre. Et une autre chose que j'aimerais dire qui n'est pas sur les diapos, c'est que si vous avez une politique au niveau des odeurs, les parfums, les eaux de Cologne, mettez-le dans le guide ou à tout le moins sur votre site web, sur votre page d'accessibilité. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de lieux de spectacle qui ont déjà des politiques à ce sujet et c'est un point gagnant qui est facile, c'est-à-dire cette politique au niveau des odeurs, parce qu'il y a des gens qui ont des sensibilités particulières quant aux odeurs. Bon, alors nous n'administrons pas le lieu. Ce n'est pas notre responsabilité, pourrait-on dire, mais c'est votre spectacle. Et tout ce qui entoure le spectacle fait partie du spectacle. Alors, pensez-y, ce sont mes spectateurs. Et qu'est-ce que je veux donner comme expérience à mes spectateurs? Et puis, en fait, on veut s'assurer que tous nos spectateurs se sentent bienvenus. On veut partager notre art avec le monde. Et donc, pourquoi exclure certaines personnes? Donc, on veut élargir l'accessibilité, non seulement à l'espace, mais à la diversité des gens qui viennent. L'offre aussi est toujours active. Je pense que c'est Kevin Costner dans le film où on construit quelque chose et ça viendra. Build it and they will come, comme on dit en anglais. Mais ça vient après que la confiance soit établie. J'étais sur un appel récemment et puis il y a quelqu'un qui parlait d'un guide, qui parlait des interprètes ASL, LSQ, et puis finalement, personne n'est venu. Et puis, il y a un présentateur qui a dit, bon, mais qu'est-ce que vous avez fait pour établir la confiance envers ces personnes? Donc, une offre active, ce que ça veut dire, c'est tout ce qu'on vient de parler, les points d'accès, le guide, bien sûr, mais aussi d'établir un lien de confiance avec ces communautés pour faire en sorte que les gens vont commencer à venir. Ça commence avec 2 personnes qui ont une expérience formidable et ainsi commence le bouche à oreille. Et l'effet devient boule de neige. Et puis aussi, c'est réellement une valeur ajoutée pour l'espace. Et puis, par exemple, on est en conversation. Hey, savez-vous, on a un guide qui existe. Je vous en remets un exemplaire. Vous pouvez le trouver ici. Peut-être qu'il serait d'intérêt pour des gens que vous connaissez. Aussi, ça peut favoriser le financement. Sinon, on peut recevoir du financement en fonction des changements qu'on veut faire pour le bienfait de nos spectateurs. Et puis, en tant que consultante, je dirais que la plupart, sinon tous mes clients, incluent des entreprises qui ne sont pas propriétaires des lieux de spectacle. Et donc, pensez-y. Et je pense que c'est très important, encore une fois, de créer ces guides, que vous soyez propriétaire ou pas. Nous avons eu un spectacle l'été dernier dans le Hyde Park, qui est merveilleux, et on avait créé un guide. Même si, bon, on n'est pas propriétaire du parc. Et puis, on l'a partagé. Et c'était sans esprit de compétition. C'était merveilleux pour l'espace, pour le spectacle, et ça nous a permis de créer une expérience positive pour tous. Je ne vais pas parler de toutes les statistiques, mais c'est ici sur la diapositive. Vous allez en obtenir une copie. Mais voici un résumé.
l'une chose dont je voulais vous parler, c'est que 25% des Canadiens va probablement vivre de l'anxiété. Nous sortons d'une pandémie globale et c'est le moment. Les gens vont vivre de l'anxiété dans vos guides. Ajoutez-les au protocole de COVID. Dites aux gens ce qu'on s'attend de, ce à quoi on s'attend d'eux et ce à quoi ils peuvent s'attendre de vous. L'anxiété est à un niveau très élevé et je veux seulement le mentionner. Je vous laisserai consulter ces statistiques à un autre moment. Comment s'assurer que nos étapes soient plus inclusives pour les personnes en situation de handicap? Ça semble simple, mais il faut tout simplement leur poser la question et soyez flexibles. Vous pouvez voir des gens qui sont nerveux, qui jouent avec leur téléphone, qui bougent, qui secouent les jambes. Quelqu'un avec un trouble du déficit de l'attention peut jouer avec leur téléphone et ils peuvent de cette façon écouter le spectacle tout en restant concentrés, en jouant avec leur téléphone. Donc, nous permettons les téléphones, nous permettons les collations. Ça ne doit pas tout simplement faire partie du guide, mais il faut comprendre. Il faut continuer cet apprentissage. Il faut vraiment vérifier et voir ce qui se passe dans leur vie, ce qui est visible et ce qui est invisible. Et je pense que beaucoup du monde du spectacle a bien répondu au handicap visuel, mais on ne parle pas de la neurodiversité, les personnes malentendantes, sourdes, des personnes vivant avec des problèmes de cécité ou qui sont malvoyants. Donc, ce guide pour les spectacles aide ces personnes à se préparer pour les spectacles. Donc, soyez honnêtes et célébrez les petites victoires et dites ce que vous ne pouvez pas offrir. Aider les gens à atteindre le succès, gérer les attentes. Donc, si je peux tout simplement résumer ce guide, ce serait aider les gens à réussir, gérer les attentes et de diminuer leur anxiété. Demandez à vos collègues ce qu'ils font. Lorsqu'on parle d'accessibilité et d'inclusion, le partage est la meilleure des choses. Donc, ça serait de créer des liens dans la collectivité. Donc, si vous ne savez pas quoi mettre dans votre guide pour aider la communauté et les employés, posez des questions, demandez conseil et rémunérez ces personnes pour leurs conseils. S'il y a des gens qui viennent souvent à votre spectacle, donc il y a quelqu'un il y avait un exemple, quelqu'un qui venait toujours à leur spectacle, qui avait des problèmes de mobilité. Donc, ils ont invité cette personne, ils lui ont parlé, ils ont eu une conversation sur ce dont ils avaient besoin, qu'est-ce qui améliorerait leur expérience. Et grâce à cette conversation, ils ont été en mesure d'apporter des changements. N'ayez pas peur. Si vous avez un client ou un spectateur que vous voyez souvent qui assiste à vos spectacles, posez-leur des questions, demandez-leur comment améliorer leur expérience. C'est comme ces formulaires de rétroaction. Ensuite, écoutez les réponses que vous aurez de la communauté. Et on va parler également de la formation du personnel. Donc, ce ne sont pas toutes les agences qui ont une bonne réputation ou qui s'adaptent au changement. Donc, plutôt que d'utiliser les grands noms, parfois, c'est mieux d'aller avec des organismes communautaires. Partager les ressources, le but, c'est l'inclusion, ce n'est pas qui parvient à la ligne d'arrivée en premier. Désolée, dernière diapositive. Et finalement, ne sous-estimez pas l'impact que ce guide aura sur les spectateurs. Beaucoup n'auront peut-être pas voulu se présenter dans votre salle de spectacle. Donc, vous essayez de créer un filet de sécurité pour que les spectateurs puissent se sentir
détendus, être eux-mêmes et vraiment participer lors de cette expérience artistique comme jamais auparavant. Donc maintenant, j'ai fini un peu plus tôt et je pense que Alex, donc nous allons répondre à quelques questions. Merci Rachel. C'est vraiment fantastique de finir plus tôt. Donc, votre début était vraiment très bon. On avait de bons commentaires dans la boîte de clavatage. Alex et Rachel, il y a certains points que vous aimeriez répéter ou des choses que vous aimeriez souligner? Y a-t-il des points communs entre vos approches? Et ensuite, nous passerons aux questions. Alex, comment sentez-vous, comment voyez-vous, comment évaluez-vous l'approche de Rachel lorsque vous la comparez à la vôtre? Je pense que c'est vraiment que ça s'ajoute bien à ce que je fais. Et je pense que Rachel a fait un excellent travail pour inclure les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, s'assurer que tout soit abordé avec les politiques. J'ai pensé que ça s'harmonisait bien et qu'on puisse communiquer par l'intermédiaire d'un guide, que ce soit votre propre salle de spectacle ou non, mais ça vous demande comment utiliser cet espace. Donc, je pense que c'était vraiment un bon point de départ pour les organisations. Nous avons une question pratique de John. Et il faut toujours les poser. C'est pour ça que nous sommes ici. Est-ce qu'il y a du financement pour créer ces guides? Et comment trouver des ressources pour la création de ces guides? Donc, c'est Rachel qui parle maintenant. Bonjour, Joe. Je réponds à votre question. Je pense qu'on pourrait vraiment faire un plaidoyer pour cela parce que ça se retrouvera sur votre site pour le Conseil canadien, sous le site vous allez trouver ça sur le Conseil canadien des arts dans l'onglet subventions. Je pense que vous pouvez faire un plaidoyer pour ceci. Vous allez dire que ça se trouvera sur notre site Internet. Ça va améliorer notre site Internet et ça va améliorer l'expérience des gens. J'ai quelque chose que j'ai oublié j'ai un blanc de mémoire. Je n'arrête pas d'éteindre ma caméra et puis je pense que c'est mon micro. Pour répondre, trouver une façon de financer ces guides. Je pense que si ça fait partie d'un projet que vous avez lancé en tant qu'organisation pour améliorer vos pratiques, par exemple, Shauna de Dingle Arts m'a parlé de meilleures pratiques, mais il y a toujours façon de faire mieux et de faire les choses différemment. Mais je pense que si ça fait partie d'un projet, vous pouvez engager des consultants et s'assurer aussi de reconnaître les efforts et le travail qu'ils auront fait en termes d'accessibilité. Donc, pour le financement, pour ces guides, pour les salles de spectacle, mais si ça fait partie d'un plus grand projet, je crois que ce serait plus facile. Je continue avec ce que Rachel a dit, mais il faut s'assurer toujours les adapter et s'assurer que ça demeure pertinent. Il faut toujours les mettre au goût du jour. Donc, on pourrait bien sûr induire les gens en erreur si on ne met pas à jour ces guides. Donc, il faut que ça soit pertinent.
Oui, Rachel, merci Fanny, c'est ce que j'allais dire. Et j'allais également, il faut partager, il faut parler à d'autres collègues qui travaillent dans des salles de spectacle, parler à Artsbuild, Ontario Présente ou le réseau des présentateurs communautaires. Donc, les gens qui œuvrent dans ces réseaux, leur demander ce qu'ils font. Est-ce que je peux regarder votre guide? Et l'idée, ce n'est pas de créer quelque chose qui vous appartient, mais il faut que ça soit accessible. Et si vous cherchez à faire la même chose que les autres salles de spectacle, tant mieux si ça devient une norme. Donc, nous suivons un modèle. Ne vous inquiétez pas. Donc, bien sûr, il faut reconnaître le travail fait par certaines personnes, il faut les rémunérer, mais il faut partager. Et je veux revenir à ce commentaire fait par Lisa dans la boîte de clavartage. L'une des choses que j'apprécie le plus à propos d'une conférence annuelle à laquelle j'ai assisté au cours des 10 dernières années, on m'a toujours donné toutes les instructions pour savoir comment me rendre de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel à la salle de spectacle. Ça facilitait les transports en commun. Donc, nous faisions cela, nous préparions ces petits guides d'information. Lorsqu'on parlait d'accessibilité dans les arts de la scène, ce guide, c'est une trousse d'outils. De quoi aurez-vous besoin pour diminuer votre anxiété? Et j'ai une note. Donc, il y a un dernier commentaire. J'aimerais parler des visites virtuelles. Merci, Alex, d'avoir parlé de cela. Récemment, j'ai travaillé avec la compagnie de ballet et si vous allez leur page de spectacle, il y a le guide pour la salle de spectacle, mais ils ont utilisé tous les aspects techniques du guide du spectacle et ils ont inclus des photos. En 2018, j'étais au centre Lincoln pour le festival des parapluies qui était fait spécifiquement pour les enfants sur le spectre de l'autisme. Donc, ils ont fait un guide pour les salles de spectacle donc, ils avaient inclus des personnages. Il y avait des vidéos qui les guidaient à l'ascenseur et on voyait les personnages qui jouaient de la musique. Donc, avec les enfants sur leur tablette, tout comme les adultes, nous aimons regarder et regarder à nouveau les mêmes choses. Donc, si vous pouvez créer un guide virtuel ou créer une visite virtuelle, c'est vraiment fantastique. Fanny, donc parler un peu plus en détail, Rachel et Lax, je me demande si vous avez des conseils sur comment obtenir de la rétroaction des utilisateurs de ces guides de salles de spectacle. Qu'est-ce que vous feriez pour s'assurer que le spectacle est bien reçu, bien compris et que le format fonctionne bien? Quels conseils pouvez-vous nous donner? Donc, oui, je vais débuter. Euh, donc, c'est moi, Alex. C'est une excellente question. Selon moi, je pense à notre trousse d'outils, la trousse d'outils de Artsbuild. Nous avons travaillé avec un communauté conseil sur l'accessibilité. Nous avons travaillé avec des gens qui pouvaient apporter leur contribution. Nous avons essayé de créer un guide visuel. Nous avons consulté toutes les personnes pertinentes, des gens qui connaissent bien votre organisation et qui en font l'expérience à de nombreux niveaux. Donc, si c'était moi, pour obtenir de la rétroaction, pour s'assurer de parler aux bonnes personnes et pour s'assurer qu'il y a de la représentation,
comment vous assurez que vous avez un plan pour s'assurer que la représentation au sein de votre organisation, que tous les groupes de personnes soient bien représentés. Donc, il faut s'assurer aussi de mettre votre guide au goût du jour et qu'il évolue et qu'il s'adapte au fil du temps. Donc, pour s'assurer que ça fasse partie de la norme, puisque les champs évoluent. Donc, c'est ce que je voulais partager. C'est Rachel maintenant qui parle. Donc, je suis d'accord avec tout ce que Alex a dit. Donc, moi, je travaille avec des consultants communautaires. Donc, ce sont des gens qui évaluent mon travail, qui font une visite, qui vérifient certaines choses et s'assurent que ça fonctionne bien pour eux et pour les membres de leur communauté. Bien sûr, tous les membres de cette communauté ne sont pas un groupe monolithique, mais je paie ces gens pour leurs expériences. Bien sûr, les rétroactions du point de vue des membres de l'auditoire, n'ayez pas peur de leur envoyer un formulaire, de faire un sondage et vous leur dire que vous avez utilisé notre guide. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai remarqué que vous aviez un enjeu pour utiliser le vestiaire. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Maintenant, c'est Fanny qui prend la parole et je pense que ça rejoint la question de l'évaluation, de l'observation et s'assurer que le personnel et les bénévoles et tous les participants observent ce qui se passe durant le spectacle, mais dès leur arrivée et jusqu'à leur départ, comment est-ce que les gens se comportent, comment ils utilisent l'espace, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont confus, est-ce qu'ils sont anxieux, est-ce qu'ils sont en colère. On peut faire beaucoup d'observations et ça peut faire partie de la formation, d'avoir des observations, d'avoir des protocoles de l'évaluation pour essayer de diminuer le niveau d'anxiété. Et maintenant, ça me mène à ma prochaine question. Comment une salle de spectacle ou une entreprise de production de spectacle, comment peut-il travailler au niveau interne pour maintenir ce travail? Mon travail, on parle de comités et de défenseurs. Et si jamais ces personnes quittent, que pouvez-vous faire? Comment stimuler ces gens, le personnel, les bénévoles? Comment s'assurer qu'ils soient toujours contents et heureux de faire ce travail plutôt d'avoir peur et d'être anxieux et d'avoir la peur de l'échec? C'est un bon point à apporter parce que souvent, quand j'ai intégré des organisations, il y a 2 ou 3 personnes qui disent oui, faisons ceci. Et parfois, c'est parce que ce sont des êtres humains extraordinaires ou c'est parce qu'ils sont, familiers avec les personnes qui vivent en situation de handicap. Donc, ils veulent créer cette culture d'inclusion. J'ai une petite comparaison que je fais. Quelle est la différence entre l'accès et l'inclusion? Donc, l'accessibilité, c'est d'avoir le permis d'apprenti. Vous pouvez vous rendre à certains endroits, mais vous devez toujours avoir quelqu'un avec vous. Vous ne pouvez pas sortir lorsqu'il fait noir et vous ne pouvez pas aller sur l'autoroute. Mais sinon, l'inclusion, c'est que vous avez votre permis de conduire. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Et essayer de créer une expérience positive pour tous les participants et s'assurer que oui, nous travaillons vers cet objectif et ce sera bénéfique pour la collectivité, pour votre personnel et les spectateurs et le faire de manière respectueuse et positive. Et c'est ça qui crée cette culture dans une organisation. Vous ne pouvez pas dire des choses négatives. Oui, bien sûr, nous voulons que les choses changent et les choses doivent changer.
mais en même temps, il n'y a pas de raison de maintenir une culture positive. Et dès que les gens assistent à un spectacle qui a été créé avec une optique d'accessibilité, ils voient que c'est une expérience positive, eh bien, ils sont conquis. Alex? Alex, maintenant, qui prend la parole. Je pense que donc vraiment garder certaines infrastructures en place dans les organisations, s'assurer qu'il n'y ait pas un seul défenseur. Donc, on peut essayer de renouveler, il faut essayer d'établir des priorités selon ce que vous avez observé. Donc, bien sûr, il faut toujours rafraîchir les formations. Donc, s'assurer que les ressources soient toujours disponibles. Essayer de trouver du temps pour le personnel et les bénévoles, s'assurer que tout le monde soit à la même page. Donc, il faut vraiment essayer de créer une expérience accessible. Donc, c'est Fanny maintenant qui prend la parole. Il nous reste quelques minutes. Maintenant, pour conclure, j'aimerais demander à Rachel et à Alex de nous donner quelques conseils rapides, savoir qu'est-ce que les gens qui sont avec nous aujourd'hui, les participants, que peuvent-ils faire aujourd'hui ou demain? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans vos pratiques? Qu'est-ce qui fait une différence? Ça peut être des comportements. Peut-être que vous pouvez chacune partager votre opinion. Qu'est-ce que vous avez observé de choses qui ne coûtent rien, qui peuvent faire une différence pour les gens que nous voulons accueillir à nos spectacles et dans nos salles de spectacle? Je vous cède la parole. C'est Alex qui prend la parole. Mm. Donc, s'assurer qu'il faut le faire de la visite de l'édifice. Donc, désolé, il nous dit pour l'interprète, donc nous pratiquons ce que nous prêchons dans notre édifice. Donc, chaque fois que nous faisons une visite, nous soulignons les points d'accès. Nous assurons de bien communiquer. Il faut s'assurer de communiquer. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écriteaux. S'assurer que les écriteaux soient clairs et concis. Peut-être que ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est extrêmement utile. Donc, il faut montrer aux gens où sont les points d'accessibilité, les écriteaux. Je suis d'accord. Je pense que vous pourrez avoir beaucoup d'écriteaux et encore plus d'écriteaux. Mais peut-être on parlait du personnel. Essayez d'inciter le personnel à se détendre, surtout la billetterie, parce qu'ils ont un travail difficile. Ils doivent s'assurer de la sécurité des spectateurs, s'occuper des règlements. Donc, lorsque vous augmentez les points d'accès, ça doit vraiment faire partie d'une formation. C'est extrêmement important et s'assurer que le personnel ait une copie de votre travail et de comprendre les raisons qui guident vos efforts et leur dire pourquoi nous avançons dans ces directions. Et bien sûr, d'avoir des rencontres avec le personnel, de leur donner des descriptions visuelles et leur dire pourquoi vous faites cela et leur présenter des offres, du moins au personnel administratif.
Merci, Alex et Rachel. Je pense que nous pouvons maintenant conclure. Nous pouvons prendre ces conseils, ces petites victoires, et nous pouvons les garder pour nos conversations de vendredi de 11h30 à 12h30. C'est un bon endroit pour pratiquer l'inclusivité, de parler de description visuelle, de parler clairement. C'est quelque chose que j'essaie toujours d'améliorer. Et s'il vous plaît, joignez-vous à nos conversations. Donc, c'est de 10h30 à 11h30. Vous n'avez qu'à vous inscrire. Vous pouvez écrire à Lauren ou Lauren peut inscrire quelque chose dans la boîte de clavardage pour vous expliquer comment vous inscrire. Donc, on peut essayer d'organiser l'événement selon les participants. Avant que je cède la parole à Lauren, j'aimerais remercier Rachel et Alex pour ces belles présentations et d'avoir partagé leur expérience et les changements internes qu'elles ont apportés. Et nous devons tous changer nos comportements et notre état d'esprit. Merci, Fanny. Maintenant, c'est Lauren qui parle. Merci, Fanny, pour ce résumé et d'avoir animé. Merci pour le gouvernement de l'Ontario pour le financement, pour favoriser le changement. Merci pour nos partenaires ontariens et surtout pour la Dr. Terry Lee Brennan. Merci à mes collègues dans les coulisses. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes. Nous avons eu une équipe formidable de femmes qui travaillent. Je ne peux pas toutes les nommer. Merci nos interprètes, langue des signes américaine, langue des signes québécoise, les interprètes français, anglais. Merci à tous les participants. N'oubliez pas de répondre au sondage. Il y a également un code QR à l'écran. Si vous voulez une copie de la présentation, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez également obtenir des documents pour la prochaine conférence de les amis. Donc, nous aurons également une rencontre présentement pour les personnes sourdes ou malentendantes. Je vais céder la parole à Terry Lynn maintenant pour qu'elle puisse conclure. Donc, maintenant qu'on pense aux apprentissages qui ont été partagés aujourd'hui, j'aimerais remercier tous ceux qui ont partagé ce qui se trouvait dans leur cœur, dans leurs esprits. J'aimerais remercier l'équipe d'Orchestre Canada et surtout Rachel et Alex pour essayer ouvrir cette conversation d'une manière aussi fantastique. Et ça m'a donné beaucoup de matière à réfléchir. Et ce que vous avez dit m'a imprégné et ça m'aide à voir quel genre de conversation il faudrait initier dans le secteur culturel. Je vous souhaite d'être prudent. J'espère que le soleil vous accompagnera, comme nous l'avons ici dans le sud de l'Ontario. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite d'aller en paix. Au revoir.